Bienvenue au cœur du conflit, le podcast pour décrypter, comprendre et gérer vos conflits avec stratégie. Avec Karine Gava et le cabinet Resolveco, votre expert en gestion de conflits, conseils, coaching et bienvenue médiation. dans ce nouvel épisode d'Au cœur du conflit. Aujourd'hui, pourquoi certains conflits touchent quelque chose de bien plus profond qu'un désaccord professionnel? Et pourquoi on ne peut pas lâcher? Dans cet épisode d'Au cœur du conflit, nous allons mettre en lumière le basculement identitaire, qui transforme un conflit ordinaire en quelque chose d'envahissant. Le duel pour la reconnaissance qui s'installe à l'insu des deux parties. Et pourquoi les solutions rationnelles n'atteignent pas ce niveau. Et je vous donnerai à la fin une action concrète. Une question pour commencer à distinguer ce qui appartient vraiment au conflit avec l'autre et ce qui appartient à quelque chose d'antérieur, pour ne plus mélanger les deux combats. Je poursuis la conversation commencée dans l'épisode précédent avec Thomas. Vous pouvez écouter celui-ci indépendamment. Tout ce dont vous avez besoin, je vous le donne en chemin. Thomas et Marc ont cofondé un cabinet de conseil en réorganisation informatique. Thomas pilote le commercial, Marc dirige les équipes techniques. Le conflit dure depuis 18 mois. Si vous êtes en conflit ou si le sujet vous intéresse, écoutez jusqu'au bout. Vous y trouverez des clés essentielles. C'est parti. Thomas, dans notre premier échange, vous avez dit une chose que je veux reprendre en ouverture. Vous avez dit « Je comprends la mécanique, mais ça ne change rien à ce que je ressens ». Est-ce que vous pourriez développer ? Bonjour ou rebonjour. Oui, après notre première conversation, j'ai vu très clairement comment les choses s'étaient enchaînées. Les micro-signaux, le filtre qui s'installe, les conversations qui parlent d'autre chose que ce qu'elles semblent dire. J'ai compris le mécanisme. Mais la nuit, Marc était toujours là. En fait, je rejouais les scènes, je reconstruisais les chronologies, je préparais des arguments pour une conversation qui n'avait, j'aimerais vraiment lieu. Et le matin, c'était aussi lourd. Et effectivement, même comprendre n'a rien soulagé. Ce que vous décrivez est une observation très précise. Comprendre la mécanique d'un conflit n'en réduit pas la douleur. Parce que la douleur, ça ne vient pas du mécanisme. Elle vient d'un niveau bien plus profond. La notion centrale de cet épisode, c'est la disproportion émotionnelle. Ce moment dans un conflit où votre réaction, elle semble plus intense que ce que la situation mérite objectivement. Une partie de vous le sait. Et en même temps, une autre partie dit « Non, c'est exactement à la mesure de ce que je vis ». Ces deux parties ont toutes les deux raison. Et c'est là la clé. Quand une réaction est disproportionnée par rapport à l'événement visible, c'est que l'événement visible a touché quelque chose d'invisible. Et vous pouvez garder en fait cette règle en tête. Quelque chose qui dépasse largement du coup la situation concrète se produit. Et ce quelque chose, généralement, c'est que ça touche en fait à l'identité. Mais qu'est-ce qu'un conflit ? Enfin, qu'est-ce que l'identité vient faire dans un conflit sur des décisions de management dans un cabinet IT ? Tout, en fait. Et voilà pourquoi. Dans une relation d'associés, chacun occupe une place. Et cette place ne se résume pas à une description de poste ou de tâche, ou peu importe, en fait, ou de place. Elle répond à des questions bien plus profondes. Questions qu'on ne se pose jamais explicitement, mais qui sont là en permanence. C'est « qui suis-je ici ? Quelle est ma valeur dans cette structure ? Qu'est-ce que j'apporte que l'autre ne pourrait pas apporter seul ? Qu'est-ce qui me rend irremplaçable ? Qu'est-ce que ça va toucher ou remplir comme besoin ? Mais c'est mes besoins personnels. Et l'identité, en fait, c'est quelque chose qui touche à plein d'éléments, votre personnalité, votre histoire, vos expériences, vos capacités, etc. Hein, et toutes ces questions, en fait, que j'ai évoquées, définissent quelque chose de central dans la manière dont on se vit dans une relation professionnelle. Quand cette place, elle est menacée,
quand cette construction finalement identitaire que j'ai modifiée grâce au côté professionnel, quand des événements successifs vont remettre ma place en question, ce n'est plus seulement la fonction professionnelle qui vacille, c'est le sens. Thomas, dans votre cabinet, vous avez un rôle précis. Mais au-delà du rôle, qu'est-ce que ce cabinet dit de vous ? C'est moi qui ai amené les clients fondateurs. Les premières missions, c'est mon réseau, en fait, qui les a rendus possibles. J'avais des relations construites sur 10 ans dans l'écosystème des DSI de PME industrielles. Et sans ça, le cabinet n'aurait pas démarré. Donc Marc avait l'expertise technique, mais l'expertise, ça ne se vend pas seul. Il faut une porte Donc d'entrée. votre légitimité dans cette structure est fondatrice. Elle précède même l'existence du cabinet. Et quand Marc prend des décisions seul, recrutement, offre, positionnement, qu'est-ce qu'il dit symboliquement ? Il a dit que le cabinet peut exister et se développer, en fait, sans que ma validation soit nécessaire. Et si le cabinet peut exister sans votre validation, qu'est-ce qui reste de cette légitimité fondatrice ? Rien, ou presque. Ce n'est pas Marc a recruté sans me prévenir, c'est Marc remet en question ce qui justifie mon existence dans ce que nous avons construit. Ce sont deux problèmes d'une nature radicalement différente. Le premier se règle avec un accord de gouvernance, le second ne se règle pas avec un accord de gouvernance. C'est ce que j'appelle, en fait, là, le basculement identitaire. Il y a un moment dans un conflit où l'on passe d'un désaccord sur des pratiques à une menace sur ce qu'on est. Ce basculement se produit presque toujours en silence, sans qu'on le décide. En fait, on le reconnaît après coup, à la disproportion des réactions, à l'impossibilité de lâcher, à l'envahissement du conflit dans tous les aspects de vie. Et comment on sait qu'on est dans un basculement identitaire et pas dans un conflit ordinaire ? Il y a des signaux assez clairs. Le premier, vous venez de le décrire. La douleur résiste à la compréhension. Le second, le conflit vous suit partout. Il n'y a plus de sas. Le troisième est très caractéristique. Les tentatives de résolution que vous initiez ne cherchent pas vraiment une solution pratique. Elles cherchent une reconnaissance. Vous voulez que Marc reconnaisse quelque chose. Pas qu'il ait tort, mais que votre place compte, que votre contribution existe, que vous n'êtes pas transparent. C'est exactement ça. Je ne cherchais pas à lui dicter des décisions. Je voulais juste qu'il reconnaisse que j'avais une place dans ses Et c'est décisions. pour ça que toutes vos conversations sur le fond, le recrutement, les process, la gouvernance, ont été des échecs. Non parce qu'elles étaient mal conduites, parce qu'elles cherchaient une solution de contenu à un problème d'identité. Avant d'aller plus loin, je veux qu'on passe par quelque chose que vous m'avez annoncé vouloir faire dans cet échange. Vous avez dit que vous vouliez essayer de raconter votre procès intérieur, ce qui tourne dans votre tête. Je voudrais bien qu'on le fasse maintenant, parce que c'est un exercice qui va nous permettre de faire quelque chose de précis. Distinguer ce qui appartient à votre conflit avec Marc de ce qui appartient à autre chose. Je vais essayer. Depuis 18 mois, je me dis que Marc n'a jamais vraiment considéré ma contribution à sa juste valeur. Que depuis le début, dans le fond, il pensait en fait que le cabinet existait grâce à la technique, que les clients viendraient naturellement parce que l'expertise était là, qu'il a utilisé mon réseau pour démarrer, sans jamais vraiment l'admettre, et que maintenant qu'il a des références, des clients récurrents, une réputation de cabinet sérieux, il considère que la phase commerciale peut se gérer autrement, que je suis peut-être devenu accessoire, qu'au fond, il m'aurait bien remplacé par un commercial salarié depuis longtemps s'il avait pu. Et parfois, je me dis que si je n'avais pas été là depuis le début, il serait rien. Et ça, il le sait et il ne peut pas le Merci pour ça. supporter. C'est un vrai procès, construit, cohérent, avec des preuves, une chronologie, un verdict.
Avant de faire le tri, je veux vous poser une question sur comment ce procès en fait se manifeste dans votre quotidien. Vous voulez dire au-delà de la rumination nocturne? Exactement. Est-ce qu'il y a des comportements concrets que vous avez développés depuis que ce procès tourne? Ah, j'ai un dossier dans mon téléphone. Je note les incidents, les dates, ce qui s'est passé, ce que Marc a dit. Et j'ai commencé ça il y a environ 1 an. C'est un comportement très caractéristique du procès intérieur actif. On constitue un dossier, on rassemble les pièces, parce que le procès a besoin de preuves pour tenir sa logique, et plus le dossier grossit, plus le verdict semble incontestable. Mais voilà ce que je veux que vous notiez. Dans ce dossier, qu'est-ce que vous avez consigné? Eh bien, les incidents, les décisions unilatérales, les non-réponses, les moments où j'ai appris quelque chose après tout le monde. Et les moments où Marc a fait quelque chose qui contredisait la narration. Une décision bien concertée, un email d'information proactive, un échange où il vous a réellement inclus. Vous les avez notés aussi? Non. C'est pas de la mauvaise foi, c'est la mécanique du procès, en fait. Il instruit à charge. Non parce qu'il veut être injuste, mais parce que son objectif n'est pas de trouver la vérité. Son objectif, en fait, à ce procès intérieur, c'est de maintenir un verdict qui justifie la posture défensive. Et rester en posture défensive, dans une situation perçue comme menaçante, c'est une forme de protection. Le procès ne vous nuit pas, en fait, il vous protège. Le problème, c'est qu'il vous protège en vous enfermant. Je vais maintenant faire quelque chose avec ce que vous avez raconté. Séparer le procès en 2 colonnes. La première colonne, c'est ce qui appartient à votre conflit avec Marc, ce qui est réel, ce qui peut être adressé entre vous deux. La seconde colonne, c'est ce qui appartient à quelque chose d'autre, quelque chose d'intérieur, quelque chose que Marc ne peut pas vous donner, même s'il voulait bien faire. Dans la première colonne, voilà ce qui est objectivement vérifiable et qui appartient à votre relation avec Marc. Il a pris des décisions dans votre périmètre sans vous consulter. Il y a eu un déficit de communication structurelle. La question de la gouvernance du cabinet n'a pas été adressée clairement alors qu'elle aurait dû l'être. Ce sont des faits. Ils méritent d'être traités. Dans la seconde colonne, et je vous demande d'écouter ça sans vous défendre, voilà ce qui appartient à quelque chose d'autre. Il m'a utilisé pour démarrer. Il ne peut pas supporter de me devoir quelque chose. Je suis peut-être devenu accessoire. Ces phrases-là ne décrivent pas des faits. Elles décrivent une interprétation des intentions de Marc. Et elles sont formulées d'une façon qui dit quelque chose sur vous, pas seulement sur lui. Vous pensez que je projette? Je pense que ces phrases-là posent une question qui n'est pas « qu'est-ce que Marc a fait ?» Elle pose la question « est-ce que ce que j'apporte a de la valeur ?» Est-ce qu'on peut m'utiliser et s'en débarrasser? Et cette question-là, elle est antérieure à Marc. Elle existait avant ce cabinet. Et une fois qu'on a fait ce tri, qu'est-ce qu'on en fait concrètement? On commence par ne plus mélanger les 2 combats. Parce que mélanger les 2, c'est ce qui rend toute conversation, en fait, avec Marc impossible. Quand vous lui parlez de gouvernance et que vous portez en même temps la question de votre valeur fondamentale, Marc ne peut pas répondre aux 2. En fait, il ne peut répondre qu'à ce qu'il entend. Et ce qu'il entend, ça dépend du niveau où il se trouve lui aussi. Ce que ça signifie en pratique, c'est qu'en fait la colonne 1, donc les faits, la gouvernance, le fonctionnement, peut potentiellement se travailler avec Marc dans les bonnes conditions. Et la colonne 2, donc la question de votre valeur, de votre légitimité et de ce que vous représentez professionnellement, ça se travaille avec vous-même ou avec quelqu'un dont c'est le métier d'accompagner ce type de questionnement. Pas parce que c'est moins important, parce que Marc n'est pas le bon interlocuteur pour ça. Et attendre de lui qu'il soit cet interlocuteur, eh bien c'est lui demander quelque chose qu'il ne peut structurellement pas vous donner. Donc je vais vous poser une question directe. Dans votre parcours, avant ce cabinet, avant Marc, est-ce que cette question de la valeur de votre contribution
avait déjà été posée quelque Mon part. père était ingénieur, très respecté dans son domaine. Quand j'ai dit que je voulais faire du commerce, du development business, il n'a pas dit non. Mais en fait, il n'a jamais vraiment compris. Pour lui, la valeur d'un professionnel, c'est dans son expertise technique. Le reste, c'est du liant, en fait, utile, mais pas fondamental. Et vous avez passé votre carrière à faire du liant et à vous battre intérieurement pour prouver que ce n'était pas que du liant. Oui, Voilà la seconde colonne. Marc n'a pas créé cette question, mais il en est devenu le déclencheur parfait. C'est ce qu'on appelle une blessure activée. Quelque chose qui existait avant, une question non résolue, et qu'une situation présente vient rouvrir, avec une précision chirurgicale. C'est pas une faiblesse, c'est une mécanique humaine universelle. Et nous avons tous des zones où notre besoin de reconnaissance est particulièrement sensible. Des zones construites par notre histoire, pas par notre caractère. Et ces zones, dès qu'elles sont touchées dans un contexte professionnel à haute intensité, déclenchent une réponse émotionnelle qui n'est pas proportionnelle à l'événement visible. C'est la disproportion dont on parlait en début d'épisode. Ce qui sous-tend tout ça, et je veux le nommer clairement parce que c'est au fond de tout conflit identitaire, c'est un besoin fondamental. La reconnaissance. C'est pas la flatterie, c'est pas les compliments. La reconnaissance au sens profond. C'est être vu pour ce qu'on est et pour ce qu'on apporte. Ce besoin-là, il est universel. Il est simplement particulièrement exposé dans les relations professionnelles étroites, en fait, où on investit beaucoup de soi. Quand cet investissement il est ignoré ou minimisé par quelqu'un qui compte, en fait, un associé, un partenaire de longue date, en fait, la blessure, elle est proportionnelle à l'investissement. Et votre investissement dans ce cabinet, depuis 6 ans, en fait, il est considérable. et ça, Marc ne peut pas le voir. Marc voit probablement l'investissement. Mais ce qu'il ne voit pas, c'est que derrière votre demande de concertation, il y a un besoin de reconnaissance, qui est bien plus profond qu'une question de process. Et tant que vous lui présentez ça comme une demande de process, consulte-moi avant de recruter, en fait, il va répondre à la demande de process. Et la vraie demande, elle n'arrive jamais. Et c'est là que nous arrivons à quelque chose que je veux incarner très concrètement. Parce que le concept est bien connu, mais rarement mesuré. C'est ce qui s'appelle la contribution invisible. C'est quelque chose que j'ai essayé d'appliquer à Marc, pas très bien. Donc racontez-moi, oui, comment vous l'avez abordé ? J'ai dit, c'est moi qui ai amené notre client principal. Sans moi, ce client, en fait, il serait jamais venu. Et Marc, il m'a répondu, oui, mais c'est nous qui avons livré. Si la prestation avait été mauvaise, eh bien, le client serait parti. La porte d'entrée ne suffit pas. Et là, il s'est passé quoi pour vous ? J'ai eu envie de renverser la table, parce que ce qu'il disait n'était pas faux, mais en fait, il esquivait complètement ce que je voulais dire. En fait, c'est parce que vous parliez de deux choses différentes. Marc parlait de pourquoi le client reste. Et là, l'expertise de livraison, elle est centrale, il a raison. Vous parliez de pourquoi le client est là. Et là, votre réseau est fondateur. Vous avez raison aussi. En fait, ce sont deux questions légitimes, mais elles ne portent pas sur le même objet. Et ni vous ni Marc n'avez nommé cette différence. Voici ce que représente en fait concrètement votre contribution invisible sur votre client le plus stratégique. Vous avez une relation avec leur DSI construite sur 9 ans. Rencontré dans un club IT, suivi à travers 2 changements de poste. Ok. Donc quand ce client a lancé son projet de migration cloud, leur DSI n'a pas mis le projet en appel d'offres ouvert. Il a appelé directement. Ce qui représentait à ce stade une économie pour votre cabinet d'environ, 8 à 10 mois de prospection commerciale, 0 concurrence directe et un taux de marge bien au-dessus de ce qu'on obtient sur un appel d'offres. D'accord ? Donc vous me dites, la mission, elle a généré, 340 000 € sur 18 mois. Cette contribution, elle n'apparaît nulle part, en fait, dans votre reporting interne. Elle n'a pas de ligne dans le compte de résultats. Elle n'est pas valorisée dans la présentation que Marc fait de votre cabinet aux nouvelles recrues. Elle n'a pas de case dans le tableau de bord
que Marc a conçu pour suivre l'activité. Exactement. Et si demain, par exemple, je quitte le cabinet, ce DSI ne rappellera pas Marc. En fait, il me suivra. Et Marc, il le sait. Marc le sait, mais savoir une chose et pouvoir lui attribuer une valeur dans son système de mesure, ce sont deux choses très différentes. Pour Marc, ce que vous venez de décrire, 9 ans de relation, un appel direct, zéro concurrence, c'est une donnée. Mais il n'a pas d'outil pour la valoriser dans sa grammaire, on va dire, professionnelle. Donc son cerveau est construit pour mesurer ce qui se mesure. Donc c'est les livrables, la qualité, les délais. Ce qui ne laisse pas de trace dans un rapport de satisfaction ou un compte de résultats, en fait, ça n'existe pas vraiment dans son système de valeurs. Donc c'est pas du mépris, c'est une différence de grammaire de la valeur. Et cette différence est au cœur du duel identitaire entre vous deux. Et je veux regarder ce duel depuis l'autre côté, depuis Marc. Parce que comprendre ce qui se passe pour lui n'est pas une concession. C'est ce qui peut vous donner le plus de levier. Marc, il dirige des équipes techniques, des ingénieurs data systems qui ont fait, 5 ans, 7 ans d'études spécialisées. Des architectes du cloud dont la crédibilité, elle repose sur leur indépendance de jugement technique. Et dans ce monde, l'autorité ne se décrète pas. Elle va se gagner par la compétence, par les décisions prises, par la capacité à trancher vite quand c'est nécessaire, et puis d'autres choses encore. Mais parce que dans une migration en production, 1 heure d'hésitation, ça peut coûter une nuit d'incident. Eh bien, il m'a dit ça un jour, que dans son monde, décider lentement, c'est ne pas décider. Et vous lui avez demandé une culture de consultation qui est à l'opposé de cette grammaire. Pas à l'opposé de sa mauvaise volonté, de sa grammaire professionnelle fondamentale. Alors ce qu'il perçoit peut-être, en fait, quand vous demandez à être inclus dans une décision de recrutement d'ingénieur, c'est ok, Thomas, il ne me fait pas confiance sur mon propre terrain. Et pour quelqu'un dont l'identité professionnelle est entièrement, en fait, bâtie sur l'expertise technique, en fait, ne pas être fait confiance sur son terrain, c'est une atteinte directe à sa légitimité. Donc lui aussi défend quelque chose d'essentiel. Oui, sous une forme différente de la vôtre. Vous vous sentez exclu de ce que vous avez construit. Lui se sent contrôlé sur ce qu'il maîtrise. Et en fait, c'est deux formes de menaces identitaires qui, dans un système fermé, vont s'alimenter mutuellement. Et c'est pour ça, en fait, qu'aucune des deux parties ne peut simplement faire un effort pour sortir de là. Parce que l'effort de l'une déclenche la protection de l'autre. Un duel identitaire, c'est pas 2 personnes en désaccord. C'est 2 personnes dont la manière d'exister dans la relation est devenue incompatible. Ce n'est plus « on ne voit pas ça pareil », c'est « pour que tu existes comme tu le fais, il faut que quelque chose de moi se réduise ». Et personne, en fait, ne se réduit volontairement. Donc les deux y tiennent. Et le conflit y tient aussi. Ces lectures ne se négocient pas comme on négocie un contrat. C'est précisément pour ça qu'une clarification des rôles ne tient jamais. Pourquoi les solutions rationnelles échouent-elles face à ça ? Vous l'avez vécu. Vous avez écrit des accords avec Marc et ils n'ont pas tenu. 6 semaines maximum. On avait écrit un process de concertation. Les décisions qui dépassent un certain seuil d'impact commercial nécessitaient une validation des deux. Ça a tenu jusqu'à ce que Marc recrute un architecte cloud senior. Il m'a dit que ce n'était pas une décision à impact commercial, selon sa lecture de l'accord. C'était une décision technique interne. Et vous aviez lu la même clause différemment ? Totalement. Pour moi, recruter un architecte senior qui va intervenir chez les clients, c'est clairement un impact commercial. Pour lui, c'est une décision de composition d'équipe technique. Voilà quelque chose d'important à noter. Même un accord bien rédigé est interprété à travers le filtre de celui qui l'applique. Et dans un contexte de méfiance installée, chacun interprète les zones grises de l'accord dans le sens qui préserve son territoire. Pas consciemment, mécaniquement. Ce n'est pas que Marc il ait cherché à contourner l'accord.
c'est que sa lecture, elle était sincère et différente de la vôtre. Et dès qu'une lecture différente est possible, eh bien, la méfiance, elle va reprendre le dessus. L'accord s'effondre, non pas parce qu'il était mal écrit, mais en fait parce que la confiance nécessaire pour l'appliquer dans les zones grises, elle n'existait plus. Ces accords, en fait, ils s'adressent aux mauvais interlocuteurs. La partie rationnelle, en fait, elle peut signer, oui, mais la partie qui défend l'identité, la légitimité, la reconnaissance, elle ne signe rien. Elle n'obéit pas aux accords, elle obéit à ce qu'elle perçoit. Et si elle ne perçoit pas que sa valeur est vue et reconnue, alors elle va trouver dans chaque accord les espaces qui lui permettent de continuer à fonctionner comme avant. C'est pas parce que vous ne vous efforciez pas, c'est que vous essayez de résoudre un problème de niveau 2 avec des outils de niveau 1. Et ça ne peut pas fonctionner. Et voilà. L'action concrète, on va dire, que je peux vous proposer, c'est posez-vous cette question. Sans chercher forcément à y répondre tout de suite, juste pour la laisser travailler. Dans ce conflit, qu'est-ce que je défends vraiment ? La situation concrète, donc c'est les décisions, les pratiques, la gouvernance, ou quelque chose de plus profond sur ce que je vaux, sur ma place, sur ce qui me rend légitime, là où je suis. Si les deux sont emmêlés, c'est précisément là que le travail commence. Si vous sentez que vous ne pouvez pas lâcher un conflit, que ça vous envahit au-delà du raisonnable, que vous avez l'impression de défendre quelque chose d'essentiel, mais que vous ne savez pas vraiment quoi, et que vous n'arrivez pas à démêler tout ça seul, bien le mieux, c'est de contacter un tiers. Alors, vous pouvez contacter Resolve Co, on est spécialisé effectivement dans la gestion de conflits, mais peut-être d'autres consultants en gestion de conflits. Voilà, en tout cas, vous le savez, mais nous proposons des accompagnements personnalisés, et c'est justement pour travailler sur des dimensions personnelles, en coaching et en médiation. Et en fait, on vous aide à faire une analyse en profondeur. Voilà, donc pour plus d'informations, il y a le site www.resolveco.fr. Et donc là, je le dis à ceux qui ont écouté ce podcast, si vous avez des questions, des situations dont vous aimeriez qu'on parle dans un prochain épisode, eh bien, écrivez-nous. Vos questions nourrissent notre réflexion. C'était ce que vous défendez sans le savoir, la dimension identitaire cachée derrière chaque conflit. Un épisode d'Au cœur du conflit. Pour aller plus loin, retrouvez la transcription de cet épisode et d'autres ressources sur mon site www.resolveco.fr. Merci de votre écoute. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au cœur du conflit, le podcast qui révèle les angles morts de vos conflits. Pour aller plus loin et débloquer vos situations complexes, retrouvez tous nos accompagnements sur www.resolveco.fr. Resolve Co, votre cabinet spécialiste en gestion de conflits, conseils personnalisés, coaching stratégique et médiation pour vos situations professionnelles, familiales et personnelles. Si cet épisode vous a apporté des clés de compréhension et des outils, abonnez-vous et partagez-le. Vos questions et vos situations sont les bienvenues. Au cœur du conflit, un podcast Resolve Co.